à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'école. La réforme Blanquer ne passe pas, c'est une loi appelée pour une école de confiance. Pourtant, cette confiance semble être rompue entre certains enseignants et le ministre de l'Éducation. Il était auditionné au Sénat aujourd'hui, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui coince? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Pierre Jacquemin à Samuel Le Goff. On reviendra sur la suite des restitutions du grand débat. Après le Grand Palais, Édouard Philippe ira au Sénat demain et aujourd'hui, c'est aux députés qu'il expliquait le sens politique de cette consultation citoyenne. L'opposition, elle, continue de dénoncer un grand blabla. Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi cette difficulté pour les partis politiques à financer leur campagne des européennes. Après le Rassemblement national et la France insoumise, c'est le parti de Benoît Hamon qui lance un appel aux dons et aux prêts. Le système pose-t-il un problème démocratique? On posera la question à l'avocat Thierry Vallat, qui est notre invité dans l'entretien ce soir. D'abord, les explications avec Adrien Develay. Le manque d'argent, un problème récurrent lors des campagnes électorales. France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Debout la France, ils sont nombreux ces partis d'opposition qui peinent à trouver un financement. Habitué aux déconvenues financières, le Rassemblement national se heurte lui aussi au refus des banques. Les partis politiques sont dépendants du système bancaire. Or, les banques françaises et pour l'instant les banques européennes ne peuvent pas ne souhaitent pas prêter au Rassemblement national qui ne peut pas fonctionner correctement. Il nous manque, la campagne coûte 4 millions d'euros. Les banques sont frileuses à prêter aux partis politiques, de peur d'être associées à un mouvement ou par crainte de ne pas être remboursées. La France Insoumise a trouvé une solution, emprunter directement auprès de ses sympathisants. On a eu l'idée de lancer un emprunt populaire. Vous pouvez nous prêter de l'argent et cet argent sera remboursé. La France Insoumise a déjà récolté près de 2 millions d'euros sur sa cagnotte en ligne. Une initiative qui a alors inspiré le Rassemblement national, qui se tourne aussi vers ses électeurs. Vous pouvez nous apporter une aide décisive en vous joignant à l'emprunt patriotique que nous lançons. Cette semaine, c'est le mouvement Génération de Benoît Hamon qui lance aussi une banque militante pour financer sa campagne. Mais l'emprunt populaire n'est pas une solution miracle pour tous. Malgré une souscription lancée il y a plusieurs mois, le NPA de Philippe Poutou a dû jeter l'éponge, faute de moyens suffisants pour mener campagne. Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Thierry Vallat, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avocat au barreau de Paris, on voit des partis, petits ou grands d'ailleurs, qui ont un mal fou à trouver le financement pour leur campagne. Vous qui défendez le droit, ça vous inspire quoi? C'est une grande injustice? C'est un véritable problème démocratique. Lorsqu'en 1988, la loi est intervenue pour limiter les abus qu'on avait connus avec les affaires Urbain et autres de financement qui avaient défrayé la chronique. Donc on a aujourd'hui les règles parmi les plus restrictives en Europe pour le financement des partis. On a l'effet pervers qu'aujourd'hui, il est très difficile pour les partis, manifestement, de trouver des financements traditionnels. Et les banques, je pense au Crédit Coopératif ou d'autres qui, normalement, financent ce type d'activité, sont devenus très réticents, et c'est l'ancien banquier que j'étais qui vous parle. Voilà, ils ont aujourd'hui des grosses difficultés pour prévoir des remboursements par rapport à des partis qui, quelquefois, ont été un peu défaillants dans le passé. Mais ces banques, elles semblent quand même avoir durci les conditions de crédit. Avant, c'était le Rassemblement national. Aujourd'hui, ça touche pas mal de partis. Elles les ont durcies, puis on ne peut pas aller voir n'importe quelle banque. On pouvait, à un certain moment, aller voir des banques étrangères. Aujourd'hui, c'est très, très limité. On peut encore aller voir des banques européennes. Mais pardon, sur ces banques françaises, elles sont complètement libres de durcir leurs conditions de crédit? Elles sont libres de le faire? Elles sont libres de le faire. Elles sont des entreprises, a priori, privées. Donc, soit on arrive dans un système de banque étatique qui pourrait, on en parlera certainement avec la Banque de la démocratie qui avait été pensée par M. Bayrou. On a aujourd'hui des établissements bancaires qui sont frileux. Ils ont des difficultés. Donc, comment faire pour se financer? Les entreprises ne peuvent plus le faire depuis 1995. On a uniquement les dons des particuliers. Les adhérents, il y en a de moins en moins, donc on ne finance pas. Lorsqu'on a le malheur de perdre une élection, la dotation publique, parce que c'est ça aussi aujourd'hui la majorité des financements publics, c'est l'État, en fonction de vos derniers résultats. Donc des partis qui ont perdu beaucoup lors des dernières élections, finalement vont retrouver des dotations inférieures. Mais vous dites ces banques, elles sont frileuses et sur le plan économique, on peut tout à fait les comprendre. Mais par exemple, pour ces européennes, il faut atteindre 3% de voix pour être remboursé par les pouvoirs publics. Quels sont les risques pour les banques quand il s'agit d'un parti comme le Rassemblement national qui est aux alentours
alentours de 20% dans les sondages. Là, on ne comprend plus. C'est vrai que normalement, rien ne devrait permettre à ces banques de ne pas prêter. Maintenant, comme votre reportage l'a fort bien indiqué, elles ne sont peut-être pas non plus trop disposées à se retrouver assimilées peut-être aux partis qu'elles financent. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur comité de financement, mais le résultat est là, et ce n'est pas uniquement le Front National, le Rassemblement National qui est en cause. Tout le monde se retrouve à la même enseigne. On a aujourd'hui un vrai problème de financement des partis. Et pardon d'insister sur ce point, mais puisque vous êtes en plus ancien banquier, ça tombe bien. Est-ce qu'on peut imaginer que les banques fassent un peu de politique ? Mais elles le font. Elles le font. On va bien évidemment avoir des établissements bancaires qui vont être auront une tendance à financer un parti dont le patron sera plus fidèle aux idées du leur. Donc oui, bien évidemment qu'elles vont faire de la politique, ou en tout cas elles ne voudront pas faire de l'antipolitique et se retrouver assimilées avec un parti qui pourrait leur donner une image de marque qu'elles considéreraient être défavorable. Donc voilà. Et on a vu des partis comme le parti RN qui du coup fait appel aux banques russes, à des financements étrangers. Ça, c'est encadré légalement ? Alors là oui, aujourd'hui c'est pas possible. La banque russe, elle n'est pas dans l'Europe, donc elle ne peut pas financer une campagne. Donc on a aujourd'hui des conditions très restrictives. On a eu depuis la loi de 88, des lois en 95, des lois en 2017 pour le financement, et puis des décrets en 2017 et 2018. Donc tout ça restreint au fur et à mesure. Donc on ouvre des possibilités, notamment celle de l'emprunt. Oui. Voilà, donc on va en reparler, mais on le durcit avec des conditions extrêmement drastiques, et puis surtout, il y a de moins en moins d'adhérents, et donc il faut bien trouver l'argent quelque part. Alors justement, cette idée d'une banque de la démocratie qui était chère à François Bayrou, elle est remise sur la table en vue de la future réforme des institutions. Que faut-il en penser ? Alors, lorsqu'en début 2017, l'éphémère ministre qui avait été François Bayrou avait suggéré l'idée de la Banque de la démocratie, je trouve que c'était une bonne idée de base. Elle aurait été adossée à la Caisse des dépôts et elle aurait financé donc. Mais le problème, c'est qu'elle est peut-être trop près de l'État. Et elle a été retoquée en réalité lorsque le projet de loi a été présenté en juillet 2017. C'est le Sénat d'ailleurs qui a dit non. On est beaucoup trop près d'une banque d'État qui pourrait avoir la main mise sur le financement politique. Et donc, vous étiez d'accord avec cela ? Je suis d'accord avec l'analyse des sénateurs. Je pense qu'une banque de la démocratie, oui, mais pas à n'importe quelle condition, et certainement pas avec un robinet qui pourrait être coupé ou ouvert au bon vouloir de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut trouver une idée. Et j'avoue que moi, je n'ai pas de remède miracle à ce stade. Il faut vraiment qu'on en discute. Je sais qu'il y a une proposition de loi qui est dans les tuyaux qu'on nous a annoncée. Nicole Belloubet avait, elle, complètement renoncé à cette banque de la démocratie. Je pense que, sur le principe, ça serait un outil utile. Maintenant, il faut vraiment qu'il soit bien évidemment rattaché à l'État, on ne pourra pas faire autrement, mais pas non plus complètement inféodé. Il faut trouver des biais. Donc il y a vraiment des petits neurones à faire fonctionner. À faire travailler. Et cet appel aux dons, aux contributions citoyennes ? C'est une excellente idée. Alors moi j'adore ça, c'est un peu l'équivalent du crowdfunding. Donc on prête, on a des conditions, c'est tout à fait prévu par le code électoral et par la loi. Donc on prête des petits montants. Alors France Insoumise, c'est à partir de 400 €, vous pouviez prêter plus, 10 000 €. Le tout c'est que ça soit limité. On peut prêter simplement jusqu'à, c'est un pourcentage, donc ça c'est 2 75 000 et quelques d'euros. Donc à partir de là, on peut faire des appels aux dons et ça doit être remboursé dans les 18 mois. Monsieur Mélenchon a dit que c'était dans le délai d'1 an qu'il allait rembourser. En réalité, lorsqu'il aura ses propres dépenses de campagne remboursées lui-même, il pourra rembourser les prêts. Et le Rassemblement National, lui, il place la barre un peu plus haut, on est à 1 000 € la part, et puis un peu plus. Donc oui, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet de faire investir des gens qui ne l'auraient peut-être pas fait sous forme de dons. Je trouve que c'est un bon moyen. Et un remboursement du citoyen avec les intérêts ? Alors, sans intérêt pour France Insoumise, 5% d'intérêt, si j'ai bien compris, chacun met, donc c'est limité là aussi, c'est encadré par la loi, mais voilà, chacun fait comme il veut. Je trouve que c'est un bon système, et je suis content de voir que d'autres partis vont se rallier à cette technique, mais comme vous l'avez rappelé, elle n'est pas non plus une panacée. NPA a fait chou blanc. Obligé de jeter l'éponge. Absolument. Merci beaucoup Thierry Vallat pour votre éclairage sur ce sujet. Merci d'avoir été notre invité dans OVPL, avocat au barreau de Paris, je reprécise. Merci beaucoup. Place au match des idées dans OVPL. Il va opposer dans un instant Pierre Jacquemin à Samuel Le Goff. On va s'arrêter sur la suite des restitutions du grand débat national. Édouard Philippe a commencé à lancer des pistes hier au Grand Palais. Aujourd'hui, il en a dit un peu plus devant les députés. Il en dira encore davantage
davantage devant les sénateurs demain. On commence à entrevoir le début de la fin de cette phase inédite de notre démocratie, mais l'opposition fulmine déjà. Voyons pourquoi avec Marie Brémaud. Tout ça pour ça. C'est en tout cas la rengaine à droite depuis hier. Le Premier ministre venu conclure le grand débat n'a pas convaincu. J'ai écouté comme vous le Premier ministre qui dit que l'eau bout à 100 degrés au fond. Il dit oui, il y a une exaspération fiscale dans le pays, c'est ce que nous a appris le grand débat. Ok, d'accord. Enfin, comme député depuis maintenant 7 ans, c'est ce que tous les jours, ou presque, j'entends sur le terrain, et c'est ce que la lecture des grands indicateurs économiques et fiscaux me montre. Les impôts et de nombreux principes d'égalité énoncés lors de la restitution de ce grand débat, mais les réponses précises manquent à l'appel pour le sénateur socialiste de Saône-et-Loire. J'ai quand même le sentiment qu'on ne sait pas très bien quel est le point d'arrivée, notamment sur la question institutionnelle et puis sur les réponses économiques et sociales, parce que les gens, les gilets jaunes, ceux qui sont dans le centre de la rue, ils attendent quand même du concret. Beaucoup d'interrogations et de scepticisme dans l'opposition. Évidemment, au sein du gouvernement, on serre les rangs, on défend la synthèse et l'exercice démocratique. Ces images de paix démocratique ont écrasé les images de violence du samedi. Et je pense qu'en cela, nous avons fait un bon exercice qui, une fois de plus, nous singularise, nous, Français, dans le monde. Reste au président de la République à transformer l'essai. Emmanuel Macron doit désormais faire des choix, les annoncer et les assumer. Après le débat, l'heure est à la décision politique. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Pierre Jacquemin, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Regard, Samuel Le Goff, journaliste à Contexte. Merci à tous les deux d'être ici. On n'a pas encore les annonces, on a seulement les restitutions, mais l'opposition attaque déjà. Est-ce que c'est pas un peu prématuré, Pierre Jacquemin ? Non, parce que franchement, que ce soit sur le fond ou sur la forme, rien ne va. C'est-à-dire qu'on est quand même en attente depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, d'avoir une espèce de calendrier, de savoir comment les choses vont être décidées. Et aujourd'hui, on a un Premier ministre qui s'exprime pour ne rien dire. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça, il s'engage sur rien. On sent quand même une petite technique, ou en tout cas une petite stratégie qui consisterait à dire la solution, c'est de mener une politique libérale, de coupe budgétaire, de réduction des effectifs, et donc un peu de pression. Les solutions qui les arrangent, vous voulez dire ? Oui, on a l'impression que le grand débat aura été organisé pour valider la politique de ce gouvernement. Et puis je note quand même une petite formule sémantique qui est très largement utilisée et trop abondamment utilisée par cette majorité, qui est de dire les Français veulent que. Les Français veulent qu'on réduise les dépenses, les Français veulent qu'on réduise les impôts. Vous voudriez quoi ? C'est-à-dire que quand on fait le bilan, et certes, peut-être, ils considèrent que c'est un succès populaire, ce grand débat, mais 500 000 contributeurs, quand bien même il y a eu 2 millions de contributions aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit très représentatif de la société française. C'est 1%, voire 2% du corps électoral. Donc, soyons prudents. J'ai entendu Gilles Legendre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je le trouve bien trop ambitieux sur les conclusions qu'il tire de ce grand débat. Il dit même, nous serons les garants de la parole des Français. Mais ce ne sont pas les Français qui se sont exprimés dans ce grand débat. C'est une partie des Français. Donc s'il veut que les Français s'expriment, il faut passer par le vote. C'est une option qui est possible. Parce que les critiques sont violentes. J'en répète une. C'est le tweet d'Edoui Plenel en réaction au discours d'Édouard Philippe hier. Et je le cite. En s'offrant un grand débat sous contrôle, le pouvoir avait fait les questions. Maintenant, il fait seul les réponses. Et comme par hasard, les mots ISF et référendum en sont absents. Ni justice fiscale, ni ouverture démocratique. Samuel Le Goff, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on est dans le jeu politique classique, c'est-à-dire que chaque camp avance ses idées, veut les faire progresser. Donc le gouvernement, de son côté, essaie de garder l'opération sous contrôle pour pouvoir en tirer un bénéfice pour son compte. Enfin, c'est le jeu classique de la vie politique et donc chacun est dans son rôle. Mais vous diriez aussi qu'il s'appuie finalement sur les conclusions du grand débat pour entendre ce qu'il arrange et aller dans la direction qu'il arrange ? C'est la tendance naturelle de toute personne politique de prendre ce qu'il arrange et de laisser de côté ce qu'il n'a pas envie de voir. Ensuite, on est encore très tôt. Les premiers résultats arrivent à peine. Alors effectivement, il y a un vrai travail d'analyse à faire de qui a parlé. Est-ce que c'est représentatif ? En quoi c'est représentatif ? Donc, comme les données sont ouvertes, un travail va être fait, mais il va prendre du temps. Et c'est ça le souci, c'est que le gouvernement va essayer d'intervenir avant, de placer ces réformes, pour ensuite, quand la restitution réelle arrivera, le train sera déjà parti. Sur le constat, immense exaspération fiscale, bon, il est juste ce constat ? Je pense qu'il y a une exaspération effectivement sur notre système aujourd'hui, notre système fiscal. J'entends quand même ce discours qui consiste à dire on paye trop d'impôts. Je ne sais pas si les Français considèrent qu'ils payent trop d'impôts ou s'il y a trop d'écoles, trop d'hôpitaux. Je pense qu'il y a une volonté d'avoir un meilleur service public et ça, je pense que c'est largement partagé. Quand le Premier ministre essaie de faire passer dans l'opinion qu'aujourd'hui il y aurait une exaspération sur la fiscalité dans son ensemble, j'ai un petit doute sur sa traduction à lui. Ce que je crois, c'est que les gens sont exaspérés du système fiscal dans lequel on est, du système fiscal inégalitaire et antisocial
social. Ce que veulent les Français, c'est, d'ailleurs on le voit dans les différentes contributions, ils se glossent de voir qu'effectivement les Français seraient opposés à ce système fiscal, mais en gros ce qui remonte c'est quand même le retour de l'ISF, c'est plus de justice et plus de travail sur la question de l'évasion fiscale. Et lui il entend, il va falloir baisser les impôts. Et lui il entend, il faut baisser les impôts. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un enjeu sans doute très stratégique de la part d'Édouard Philippe qui vient quand même des rangs de la droite, ça personne ne le découvre, mais sans doute met-il aussi beaucoup la pression à Emmanuel Macron pour dire bon maintenant ça suffit le et de droite et de gauche, même si on n'a pas beaucoup vu le et de gauche. Aujourd'hui il faut assumer une politique responsable pour lui, en tout cas une politique de droite qui correspond aux injonctions de l'Union européenne et qui serait donc de réduire les dépenses, de réduire les déficits et certainement pas d'augmenter les services publics, ce que demande aujourd'hui je pense une grande partie des Français. Je vous le disais, Édouard Philippe s'est adressé aux députés tout à l'heure, alors pas grand-chose de nouveau par rapport à hier, si ce n'est quelques mots nouveaux. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir juste après. La première exigence, elle prend la forme d'un mur de défiance qui sépare beaucoup de Français de ceux qui les représentent et influent sur leur vie, qu'ils soient élus, hauts fonctionnaires, syndicalistes, journalistes. À part les maires, pas une seule organisation, pas une seule catégorie d'élus n'échappe à cette défiance. Il s'agit enfin d'alléger les normes et de remettre du service public, des services publics et donc des fonctionnaires sur le terrain en leur donnant les moyens d'agir et de décider localement. Alors on a un peu essayé de chercher à savoir ce qu'il y avait de nouveau par rapport à hier et quand même ces deux expressions, mur de défiance entre les Français et les élus et remettre des fonctionnaires sur le terrain. Samuel Le Goff, est-ce que ça veut dire qu'on commence un peu à entrevoir ce qui se profile ou pas? Disons que là, il ne fait qu'exprimer des choses qu'on connaît depuis longtemps. Les mots sont peut-être nouveaux, mais le constat est ancien. C'est répété à longueur de rapport. On n'a qu'à reprendre tous les rapports du Défenseur des droits depuis plusieurs années. Il ne dit que ça. On est dans le constat maintenant. Quelle réponse apporter? Là, pour l'instant, on n'a rien. On est à sec. Quand il dit fonctionnaire sur le terrain, non? Oui. Pas un début de... Non, fonctionnaires sur le terrain qui leur permettent de décider. Donc là, on voit une esquisse de piste, mais en l'absence de la moindre indication concrète de jusqu'où peuvent-ils décider, sur quoi peuvent-ils décider. Quand on connaît la tradition de centralisme jacobin de la France, on se dit, j'attends de voir quand même ce que le président de la République, parce que c'est lui qui tient la clé, va annoncer concrètement. Pour l'instant, on est dans la déclaration d'intention et le constat, je dirais, répété de choses que l'on sait déjà. On reste sur sa fin, c'est clair. Donc Pierre Jacquemin, vous êtes d'accord? Grand blabla, on tourne en rond En tout cas, il y a sans doute une prise de conscience de ce que sont les élus locaux. Effectivement, on est face à un gouvernement qui n'a pas l'expérience pour beaucoup d'entre eux, en tout cas de l'expérience d'élus locaux, d'élus de terrain. Le président de la République a commencé par lui, il n'a jamais été élu local, donc il sait assez peu finalement ce que sont les contraintes, notamment budgétaires d'une mairie, d'une commune, alors que justement les élus locaux sont les premiers réceptacles des demandes des citoyens. Dès qu'il y a un problème, le citoyen va voir le maire et c'est normal qu'il aille voir le premier élu pour lequel il est le plus proche. Mais quand dans les propositions aujourd'hui, notamment dans le cadre de la réforme des institutions, on propose d'augmenter les circonscriptions, par exemple, des députés pour baisser le nombre de parlementaires. Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est éloigner aujourd'hui le citoyen de celui qui va décider demain? Donc tout ça est assez contradictoire. Oui, je pense qu'il y a un besoin de services publics de proximité. Ça passe par évidemment plus de fonctions publiques et sans doute beaucoup plus de fonctionnaires, notamment dans les écoles. Je pense que le système de l'éducation doit être largement rénové et je pense que c'est une des priorités, notamment avec la santé, ce qui est demandé parmi les gens qui ont participé à ce grand débat. Mais ça va à rebours de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Regardez les emplois aidés, on a enlevé les emplois aidés dans les collectivités qui sont aujourd'hui desséchés. Est-ce que finalement, pour arrêter tout cela et trouver une issue, il ne faut pas de nouvelles élections? Je vous pose la question parce que Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée, a émis cette idée tout à l'heure à l'Assemblée. Samuel Le Goff, il dit « La confiance est tellement rompue qu'il nous faut de nouvelles élections ». Ah oui, quand vous êtes dans l'opposition, votre but c'est de revenir au pouvoir. Donc forcément, de provoquer des élections... Les sondages ne sont pas tellement favorables à LR en ce moment. Non, mais ils sont défavorables au gouvernement. Donc malheureusement aujourd'hui, vu la situation de fracture politique, de fractionnement des forces, LR peut se dire, sur un malentendu, sur un effondrement, ça peut fonctionner. Sur un effondrement des macronistes, finalement c'est nous qui serons là pour récupérer ce qui reste, même si on n'est pas très glorieux. Je dirais quand on regarde l'état de la gauche et du Parti Socialiste en ce moment, on se dit que LR est en forme. C'est vrai que il y a un véritable paradoxe. On voit bien aujourd'hui les sondages pour les européennes placent le parti majoritaire en tête des élections et sans doute ensuite l'extrême droite. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la manière dont est présenté l'après-grand débat, quand j'entends notamment le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale nous dire qu'il faut un nouveau pacte aujourd'hui avec les Français. Mais de quelle légitimité repose ce nouveau pacte si ce n'est les 500 000 contributeurs? Encore une fois, les 500 000 contributeurs de ce grand débat, c'est quand même une infime minorité de l'électorat. Donc sans doute, oui, il faut proposer un système qui
remette les Français justement en situation de décider. Soit ça passe par une dissolution effectivement avec un nouveau vote, soit ça passe par un référendum sur des sujets qui touchent les Français, notamment je pense que la question de l'ISF est un sujet qui a quand même largement cristallisé, mais sans doute effectivement la question de la légitimité doit être posée. Mais après, on n'a toujours pas la question de qui à la place de cette actuelle majorité. Il n'y a évidemment aucune formation politique aujourd'hui en situation de proposer une alternative. Et tout cela nous amène au deuxième thème de ce match, c'est la privatisation d'Aéroports de Paris, qui pourrait faire l'objet d'un référendum d'initiative partagée, un dispositif rendu possible par la réforme de la Constitution en 2008 sous Nicolas Sarkozy, mais il n'a jamais été utilisé jusqu'ici. Et pour cause, les étapes à franchir sont extrêmement nombreuses. Le texte en question doit être déposé par au moins 1/5 des parlementaires. Il doit recueillir le soutien d'au moins 1/10 du corps électoral, soit plus de 4,5 millions de personnes. Et il faut une validation du Conseil constitutionnel. Et j'en passe. Mais ça y est, la première étape est bel et bien franchie. Plusieurs parlementaires ont donné une conférence de presse tout à l'heure pour annoncer tout cela. Écoutez. Il y a à ce moment où je vous parle 197 signatures des groupes démocrates et républicains, des groupes républicains, Liberté et Territoire, des non-inscrits, socialistes et apparentés pour l'Assemblée nationale. Sans doute d'autres se joindront à la démarche. Au Sénat, CRCE, et les Républicains, RDSE, socialistes et apparentés. Alors, ce n'est pas fait, mais Samuel Le Goff, est-ce qu'il faut quand même y voir une première étape très symbolique et très forte ? Ah oui, c'est une première étape sur deux plans. C'est-à-dire que l'initiative vise à la fois à attaquer cette privatisation d'Aéroports de Paris qui a cristallisé les débats et en même temps montrer que finalement ce système de référendum populaire tel qu'il existe ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il a été conçu pour ne pas fonctionner. Et donc, au moment où on arrive sur des débats d'institutions où la question du référendum se pose, démontrer par l'absurde que ce qui existe ne fonctionne pas est un moyen aussi de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il change ce système. Parce que cette initiative, finalement, les parlementaires ont fait le plus facile. C'est réunir 185 signatures de parlementaires sur un sujet clivant, c'est pas compliqué. C'est les autres étapes derrière qui peuvent poser des problèmes. Oui, je pense qu'on est là face à un événement politique parce que sur un sujet comme celui des privatisations, c'est rare de voir la droite et la gauche rassemblées, et notamment une partie de la gauche, parce qu'une partie de la gauche a quand même été en responsabilité et a fait un certain nombre de privatisations. Oui. On sait que la droite, d'une manière générale, est assez favorable aux privatisations aussi. Les États-Unis, qui est un des systèmes sans doute les plus libéraux dans le monde, n'ont jamais privatisé un seul aéroport parce qu'il est question de sécurité intérieure. Aujourd'hui, la France, alors en plus qu'on a quand même quelques suspicions sur des intérêts privés, et notamment Vinci, sur des contreparties qui seraient liées notamment à Notre-Dame-des-Landes, qui pourraient permettre à Vinci de racheter Aéroports de Paris, paraît complètement délirant. On ne peut pas avoir raison tout seul. Ce gouvernement ne peut pas avoir raison tout seul. Aujourd'hui, il y a des parlementaires de gauche, de droite, qui disent non, ça n'est pas possible. Donc oui, dans un moment où on demande plus de démocratie, notamment de démocratie participative, c'est logique, ça me paraîtrait assez bienvenu de la part de ce gouvernement que de dire on met en tout cas, on met à discuter ce sujet-là et on propose effectivement la possibilité de ce référendum. Maintenant, ça arrive peut-être un peu tard. Effectivement, il y a aujourd'hui le Conseil constitutionnel qui devra se prononcer sur cet appel de référendum. Mais je pense qu'en tout cas, il va falloir mettre toutes les énergies possibles politiques pour essayer de contester ce projet de privatisation d'Aéroports de Paris. Samuel Le Goff, quand vous dites finalement cette idée de référendum, elle a été conçue pour ne pas fonctionner. Après, évidemment, on ne s'étonne plus que les Français, et notamment les Gilets jaunes, demandent le RIC. Ah oui, mais ça fait partie également de cette culture française de démocratie représentative où le peuple vote tous les 5 ans et surtout après ne revient pas. Ça ne tient plus. Et donc, il y a une montée des revendications, mais il n'y a pas que les Gilets jaunes. Je dirais, ceux qui se sont exprimés, qui sont venus dans les réunions du grand débat, ce n'est pas forcément des Gilets jaunes, mais c'est des gens qui aspirent aussi à cette démocratie représentative, délibérative, justement. Oui, c'est le mot employé par Édouard Philippe depuis 2 jours. Quelque part, le mot est assez bon parce qu'effectivement, une délibération, c'est des gens qui se rencontrent, qui discutent et qui font ressortir quelque chose qui n'est pas forcément ce que certains auraient accepté en rentrant, et en discutant avec d'autres, ils y arrivent. Enfin, il y a des gens qui ont quand même passé des soirées d'hiver dans des salles des fêtes de petites communes à discuter de sujets arides, un nombre significatif qui montre qu'il y a une appétence là-dessus. Ensuite, quel est le bon outil ? Je dirais, le débat est ouvert, le RIC en est un, est-ce le seul ? Enfin, j'attends justement déjà les propositions du gouvernement, parce que pour l'instant, il n'y a rien, et ensuite, le débat va enfin pouvoir s'ouvrir pour déboucher, on l'espère, sur quelque chose d'un peu mieux.
Mais surtout, l'aéroport de Paris, c'est un peu considéré, je pense, dans l'opinion comme un bien commun. C'est-à-dire qu'on a l'expérience, par exemple, des autoroutes de France. Quand elles ont été privatisées, les Français ont vu ce qui se passait dans leur portefeuille. Ça coûte plus cher. On voit aujourd'hui la stratégie d'un Vinci qui détient quand même énormément de choses, des notes qui ont fuité notamment cette semaine, qui expliquent que possiblement on pourrait racheter les routes nationales. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, faire échapper justement le bien national à l'État se désengageant sur un certain nombre de ses prérogatives, pose question, et c'est logique que les citoyens français, compte tenu du fait que c'était quand même pas dans les engagements du président de la République, si je ne m'abuse, ces privatisations, puissent être sollicités, puissent être interrogés, consultés. Donc ça paraît assez légitime. L'autre fait politique du jour, c'est cette visite qui devait avoir lieu au Sénat, qui n'a finalement pas eu lieu, et cela a créé une brève polémique. Cela a même donné lieu à une manifestation de quelques gilets jaunes, quelques dizaines de gilets jaunes devant le Sénat toute l'après-midi. Alors que s'est-il passé? Je vais vous refaire le film. Une délégation de gilets jaunes devait être reçue à 10h ce matin par la présidente de la commission spéciale sur le projet de loi Pacte, la sénatrice centriste Catherine Fournier. 20 minutes avant, le rendez-vous est annulé. Il se trouve que dans cette délégation de gilets jaunes se trouvait Éric Drouet, figure sulfureuse des Gilets jaunes. Réaction de la sénatrice Catherine Fournier dans le Figaro. Nous refusons toute instrumentalisation et toute récupération. Nous n'avons pas invité Éric Drouet. Une délégation de Gilets jaunes salariés des aéroports de Paris a demandé à nous rencontrer il y a 15 jours. Or, nous avons appris hier soir par la presse qu'Éric Drouet se greffait à cette délégation. Tout comme Bruno Le Maire, nous nous interrogeons sur la légitimité d'Éric Drouet dans ce dossier. Écoutez à présent Éric Drouet, puis Hervé Marseille, interrogé par nos journalistes tout à l'heure. Le Sénat était prévenu de votre présence Oui. Début. Oui, depuis quelques jours. De toute façon, on ne fait pas ça, on ne prend pas des rendez-vous comme ça, il faut donner les pièces d'identité, etc. Donc oui, ils étaient prévenus depuis bien longtemps. Oui. Et le ministre de l'économie, M. Le Maire, s'en est ému. Pour éviter toute difficulté d'interprétation, il a été décidé finalement de ne pas recevoir cette délégation. Samuel Le Goff, comment vous voyez cela? Est-ce qu'on peut dire qu'Éric Drouet a tenté un coup politique? Oui, mais il est dans son rôle. Quelque part, c'est un opposant politique au gouvernement qui cherche à contester les institutions. S'il peut essayer de mettre la pagaille en faisant parler de lui, c'est-à-dire en attirant les caméras pour pouvoir diffuser son message, c'est le jeu. Là-dessus, c'est le Sénat qui s'est pris les pieds dans le tapis, qui n'a pas peut-être senti suffisamment tôt qu'il y avait un piège possible et qui, au dernier moment, s'est rendu compte que là, le piège se refermait, c'est-à-dire que recevoir Éric Drouet, c'était mettre le gouvernement en fureur. Or, il y a déjà eu un grave problème avec la décision du bureau concernant l'affaire Benalla. Donc là, Gérard Larcher a dû se dire, surtout pas de provocation, parce que là, le gouvernement le prendrait mal. Et résultat, opération parfaitement réussie pour Éric Drouet, puisque son but, c'était pas tant de parler à la sénatrice que de parler aux caméras et à un maximum de caméras. Et de mettre les pieds au Sénat. Une image d'Éric Drouet au Sénat, ça aurait fait... hurler. Oui, j'ai connaissance de beaucoup de parlementaires qui ont reçu bien des délégations de gilets jaunes et qui se sont toujours très bien passés. Et M. Drouet est un gilet jaune parmi les autres et il peut être tout à fait reçu à ce titre. Un gilet jaune parmi les autres c'est tout le problème, c'est que condamné, qui a appelé à marcher sur l'Élysée, c'est pas un gilet jaune comme les autres. Éric Alors, Drouet. parce que je pense que les médias, même si j'aime pas englober les médias, mais une grande partie des médias et des politiques ont voulu effectivement créer des leaders là où le mouvement des Gilets jaunes a fonctionné sans leader. Et qu'il y a cette volonté sans doute aussi de décrédibiliser ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes en faisant émerger des figures un peu sulfureuses, un peu contestables ou qui ont eu des propos un peu parfois à côté de la plaque ou si ce n'est parfois conspirationnistes, ce qui n'est pas le cas de M. Drouet. Mais sur la démarche aujourd'hui, la démarche qui était celle de recevoir une délégation pour parler de la question de l'aéroport de Paris, si les syndicalistes voulaient que M. Drouet soit là, il n'y a pas a priori d'entorse à la règle. M. Drouet peut être tout à fait reçu par un parlementaire s'il décide de le recevoir. Mais quand même, sur le fond, le gouvernement, moi, ce qui m'a interpellé, c'était les réactions des différents membres du gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, organise un grand débat, mais verrouille et dit de quoi on doit parler. Le gouvernement, aujourd'hui, décide de qui peut manifester, où et quand, aujourd'hui, dans les rues. Et aujourd'hui, le gouvernement décide aussi de qui les parlementaires peuvent recevoir. C'est quand même surréaliste. Il y a un peu de ça dans tout ça. On voit bien quand même qu'il y a une pression. Effectivement, ça aurait été mal vu au niveau du gouvernement et de l'exécutif que M. Drouet soit reçu au Sénat. C'est là où, aujourd'hui, moi, je trouve ça plutôt... dérangeant. En fait, ça aurait été vécu comme une provocation du Sénat qui déjà a grillé son joker vis-à-vis du gouvernement. Et donc, c'est plus le Sénat qui s'est rendu compte de l'effet que ça aurait eu pour lui dans cette affaire-là. Mais en même temps, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt à ce stade du débat pour la présidente de la commission de rencontrer une délégation puisqu'on est en fin de texte. D'ailleurs, le Sénat cet après-midi a rejeté sans même débattre le projet de loi. Tout est déjà ficelé. Donc, recevoir une délégation de gilets jaunes
Maintenant, bon, ensuite, la sénatrice a une demande, elle reçoit les gens, c'est son rôle, c'est son travail. Ensuite, effectivement, il y a le choix du lieu du Sénat. Enfin, là, on y dirait dans une polémique de communication, comme il y en a tant, et puis bien joué pour Éric Drouet. Voilà. Et on va s'arrêter sur cette conclusion. L'épisode est clos. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, ça continue. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On va revenir sur la réforme Blanquer, la loi sur l'école de la confiance. Le ministre était auditionné sur le sujet au Sénat tout à l'heure et le contexte est très tendu. Son texte fait face à de rudes oppositions. On va essayer de comprendre pourquoi avec nos invités. D'abord le point complet avec Marie Brémaud. Il s'est présenté devant les sénateurs calme et résolu, alors que depuis plusieurs semaines, la gronde s'est réveillée parmi les enseignants et les parents d'élèves. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, ton école c'est la misère. En cause, la réforme portée par Jean-Michel Blanquer pour une école de la confiance. Cette loi est profondément sociale. Plusieurs de ces mesures sont des mesures dont la visée est sociale. Le ministre de l'Éducation nationale tente de rassurer alors que les inquiétudes se multiplient. Financement de l'école obligatoire des 3 ans, suppression des directeurs d'école primaire, diminution des établissements en milieu rural. À chaque préoccupation, le ministre y répond par son attachement à de grands principes généraux. J'ai autant que vous le souci de défendre les écoles primaires rurales. Le directeur d'école ou la directrice est un personnage fondamental de notre système scolaire. Une audition convaincante sur la forme, mais sur le fond, Jean-Michel Blanquer noie le poisson, en espérant sans doute ainsi rendre plus digeste sa réforme. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir, Colette Mélot, bonsoir. Sénatrice Les Indépendants de Seine-et-Marne, vice-présidente de la Commission Culture, Éducation et Communication. Laure Darcos, bonsoir. Bienvenue à vous également, sénatrice LR de l'Essonne, membre également de cette Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Samuel Sivy, bienvenue, porte-parole de la Fédération PEP, Fédération d'associations de parents d'élèves, et Francette Popinot, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Secrétaire générale de SNUIPP, FSU, le syndicat national unitaire des instituteurs. Il y a 3 points de friction, en gros, dans ce texte. Je voudrais qu'on les prenne les uns après les autres. Francette Popinot, la création d'établissements publics de savoirs fondamentaux. Vous pointez le risque qu'on vide de sa substance le poste de directeur d'école, voire qu'il disparaisse. Pourtant, le ministre vous dit non, pas du tout. Au contraire, on renforce son rôle. Qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi ces craintes? C'est-à-dire une loi, ça se lit et pour l'instant, on n'a rien qui indique qu'il y a une protection du directeur. À l'inverse, il est même dit que le chef d'établissement occuperait certaines missions du directeur d'école et qu'il aurait un adjoint à la direction qui serait en charge du premier degré. Donc cela laisse penser que les missions seraient attribuées à la fois au principal et à la fois au missionné pour le premier degré, à son adjoint. Donc cela veut dire qu'effectivement, on ne voit pas comment il pourrait y avoir des directeurs qui resteraient dans les écoles. Et fort de cela, il y a aussi la députée qui a présenté cet amendement qui a déclaré elle-même que lorsqu'il y aurait par exemple 10 écoles qui seraient rattachées à un collège, eh bien on ne conserverait que 4 directeurs. Donc c'est au-delà des craintes que nous pouvons avoir, d'inquiétudes non fondées, c'est que effectivement tous les indicateurs visent à dire que on en profiterait pour récupérer des directeurs. Alors on craint pour les postes de directeurs, mais on craint surtout pour la mission du directeur et son rôle particulier de proximité notamment avec les familles, de veiller sur la sécurité des enfants au quotidien. Enfin, c'est un rôle majeur. On a un fonctionnement français, en effet, qui est très différent des autres pays, si on regarde les autres pays, mais pour l'instant, ce fonctionnement a fait ses preuves. Colette Mélot, ces craintes sont non fondées? Alors, ces craintes, je pense, sont non fondées. Nous avons auditionné le ministre cet après-midi, qui nous a totalement rassurés, parce qu'il s'agit d'un lien entre l'école primaire et le collège. Il faut renforcer ce lien lorsque les enfants franchissent le pas et vont vers le collège, ils sont souvent déstabilisés. Donc on le dit depuis longtemps, il y avait d'ailleurs des journées de sensibilisation, déjà, il y a déjà un lien entre les établissements. Bon, là, il s'agit de volontariat. Rien n'est imposé. Il faut que les élus locaux souhaitent mettre les établissements en réseau et que les établissements en réseau le souhaitent aussi. Donc rien ne sera imposé. Lorsque les acteurs de l'environnement ne le souhaiteront pas, il ne se passera rien. Il n'y aura que
la création d'un réseau s'ils le veulent. Donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter et les postes ne disparaissent pas du tout. Les choses restent en l'état, en particulier dans le rural. Le ministre veut défendre l'école rurale. Je disais qu'il y avait 3 points. Le deuxième point qui fâche, c'est la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans. Et le troisième point, c'est l'article 14 qui introduit la possibilité de recruter certains assistants d'éducation, les surveillants, pour leur donner une mission d'enseignement. Laure Darcos, est-ce que vous aussi vous avez des craintes ou vous avez été rassurée par le ministre cet après-midi aussi? Alors, nous n'avons pas eu le temps de discuter du tout du troisième point. Moi, si je peux revenir quand même, parce que c'est le sujet crucial, et notamment au Sénat, puisque tous les week-ends, nous avons nos élus. Moi, j'ai même reçu déjà des motions qui ont été votées au sein de conseils municipaux contre cet article 6 quater. Je suis d'accord avec vous, madame. En tout cas, il est très mal rédigé. Très mal rédigé. Peut-être dans la précipitation, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils mettent la charrue avant les bœufs. Et il a mécontenté tout le monde. Bien évidemment, les directeurs d'école qui se sentent du coup destitués en fait de leur comme inutile de leur pouvoir. Il faut revenir quand même à ce qui était au départ l'idée qui était en effet une idée bonne. Là, je partage avec ma collègue Colette Mélot. En fait, ces acquis fondamentaux, la loi qui date de 2005. Ce cycle 3 va du CM1 à la 6e. Moi, j'ai tendance à appeler la 6e le CM3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment la fin d'un cycle et il faut en effet qu'à la fin de la 6e, avant d'entreprendre la 5e, les acquis fondamentaux qui avaient été donc listés dans la loi 2005 soient totalement acquis par ces enfants. Certains, et moi j'en ai parlé du coup avec des principaux de collège et avec des écoles dans mon département, on fait cet effort d'évaluation, de passerelle entre la 6e et la fin du primaire. Je pense que le gouvernement et cette députée, l'Assemblée nationale en général, n'est pas assez reparti du terrain. Ce texte, cet amendement est aussi mal rédigé sur la façon dont non pas imposé, parce qu'en effet, c'est sur la base de volontariat, mais ça serait le préfet qui déciderait donc de ces rapprochements. Les DAZEN et les recteurs se sentent eux-mêmes, donc la communauté éducative et les responsables éducatifs se sentent complètement à l'écart de cette proposition. Donc, j'allais dire, vraiment, quand je dis mécontent de tout le monde, c'est que les élus locaux, alors bien évidemment dans les milieux ruraux, mais pas que, se disent, oh là, il y a un loup, c'est-à-dire qu'à terme, ça veut dire des fermetures de classes. Le ministre nous a dit l'inverse, des suppressions de postes, et ça veut dire problème de transport scolaire s'il y a plusieurs lieux au sein de ces nouveaux établissements. Et donc, en fait, tout ça doit être réécrit quasiment intégralement, c'est ce qu'on a plus ou moins solennellement dit au ministre tout à l'heure. Mais alors, dites-moi si je me trompe, mais Samuel Sivi, on a un ministre de l'Éducation qui est prêt à revoir sa copie sur sa réforme. Il l'a dit dans une interview au Parisien très récemment, « Je suis prêt à amender mon projet de loi », dit-il. C'est absolument nécessaire sur ce point-là. On ne veut pas faire de procès d'intention au ministre, mais quand il ne sera plus là, ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Pour nous, les parents, ce qui a été dit, c'est ce qui compte, c'est la proximité. Donc on a besoin du directeur d'école. C'est la personne qui est identifiée dans un établissement quand on arrive à l'école. C'est le seul contact qu'on a réellement. Donc on ne peut pas s'en débarrasser. Et encore important dans le texte, c'est que les parents disparaissent totalement des conseils d'administration des nouvelles structures, ce qui serait un recul de je ne sais combien d'années en arrière, et ce qui n'est absolument pas acceptable. Nous n'avons absolument rien à dire sur la création de ces établissements, comme ça a été dit, et ensuite, quand ils sont créés, nous n'existons plus. Donc c'est vraiment dommage, et ça, les parents ne peuvent pas l'accepter, et je vous dis, c'est la proximité, c'est l'essentiel. Il existe déjà des conseils école-collège, il faut les développer. Le lien entre le collège et l'école primaire est fondamental pour le cycle, mais on doit garder les acteurs de terrain, c'est fondamental. Colette Mélot. Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. Il faut garder les acteurs de terrain, mais le ministre a répondu à des questions cet après-midi en disant que il était conscient que cet article avait suscité des craintes et qu'il était prêt à corriger tout cela. Il a quand même parlé de garder un directeur, par exemple, sur un site, alors qu'il y aurait plusieurs écoles regroupées. Mais que c'était non obligatoire. Ça, il a bien sûr insisté là-dessus. Ça ne vous rassure pas, ça, Françoise Papineau ? Non obligatoire sur la base du Non, parce que des expérimentations, il y en a déjà. Vous citiez les expériences école-collège, mais il y a aussi des écoles qui fonctionnent déjà comme cela. Nous n'avons fait aucune évaluation. Nous ne savons pas quelle est la plus-value pédagogique.
pédagogique. Et moi, je veux bien entendre que le ministre, tout à coup, se rende compte qu'il n'y a pas le mot éducatif ou pédagogique dans la loi et qu'il s'agissait de s'inquiéter de la fluidité entre le CM2 et la 6e, ce que personne ne peut contester. On est tous d'accord pour dire qu'il faut vraiment rendre fluide ce passage-là. Pour que les professeurs travaillent plus ensemble. Oui, voilà, il faut faire travailler les professeurs plus ensemble. C'était d'ailleurs l'objet des conseils école-collège. Ça veut dire qu'il faut donner du temps aux uns et aux autres. Il faut organiser cela. Et surtout, il faut regarder ce qui se passe là où il y a eu des expériences. Quelles sont les conditions qui font que ça marche ou que ça marche moins bien. Vous savez, on a un mauvais état d'esprit en France sur le système scolaire. C'est qu'on expérimente, on ne fait pas de comité de suivi, on ne regarde pas ce qui se passe, on n'évalue pas. Et à la fin, on fait... ça se généralise comme ça spontanément. Oui. Donc c'est un peu dommage. Il faut regarder ce qui peut apporter un plus, parce que ce qui est important, c'est en quoi ça aide la réussite des élèves, en quoi c'est un plus sur le plan des apprentissages. Moi, je ne sais pas si rajouter une école maternelle dans un circuit avec un collège, etc., je ne sais pas en quoi ça apporte un plus en termes d'apprentissage. Donc c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a un angle budgétaire qui est assez clair dans la loi, telle qu'elle est écrite, mais on ne voit pas l'angle éducatif. Alors, disons-le, il y a un problème qui s'est greffé à cette affaire. Ce texte a fait l'objet de nombreuses fausses informations, de fake news, si vous préférez, de rumeurs, d'extrapolations. Jean-Michel Blanquer a lui-même parlé de bobard et il l'a dénoncé au micro de Tam Tranui la semaine dernière, juste après les questions d'actualité au Sénat. Écoutez. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de choses qui en réalité n'existent pas. Quelles sont pour vous les contre-vérités beaucoup de choses fausses ont été dites sur l'école primaire, puisque, vous le savez, ma priorité, c'est l'école primaire. C'est d'ailleurs même une priorité budgétaire. Pendant les 15 derniers jours, vous avez eu des gens pour dire qu'on voulait en finir avec l'école maternelle. C'est l'exact inverse. Donc ça ne sert à rien de s'énerver autour de ce sujet au moment où nous sommes justement en train de soutenir l'école maternelle. C'est la même chose pour l'ensemble de l'école primaire. On a dit qu'on voulait affaiblir les directeurs d'école, mais ce n'est absolument pas le cas. Samuel Sivy, comment vous voyez cela? Vous le sentez, vous, qu'autour de ce texte, autour de cette réforme a été victime de fake news? Vous l'avez vécu en tant que parent? On a eu des informations qui étaient contradictoires, qui ne correspondaient pas au texte. Donc de notre côté, on essaye d'être pragmatique, de lire ce qu'il y a dans le texte et de communiquer aux parents. Oui, mais le reste... Oui, mais après, les gens entendent ce qu'on voit dans la presse et ce que certaines organisations ont pu peut-être... mal interprété dans le texte. Le problème, c'est que ce texte n'a fait l'objet d'aucune concertation avant d'être publié, en tout cas cet article sur les établissements des savoirs fondamentaux. Et ça, c'est un vrai souci, puisque si on veut parler d'école de la confiance, il faut oser en parler, il faut oser dire qu'on n'est pas d'accord, mais il faut le faire avant d'imposer un texte à tout le monde. Laure Darcos, ça vous a frappé, vous, cette réforme, ce projet de loi qui est particulièrement l'objet de fantasmes? Oui, parce qu'en plus, je crois sincèrement que ce qui a fait qu'on ait eu ce projet de loi était au départ juste pour pouvoir, parce que ça ne pouvait pas passer autrement que par une législation, cette obligation de scolarisation à 3 ans. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Ouais. Mais finalement, on se pose tous la question de se dire, mais finalement, il n'y aurait pas eu cette obligation de scolarisation à 3 ans. Comment est-ce qu'il aurait fait passer finalement ces autres réformes? Là, on a parlé du regroupement primaire-collège. Moi, je suis également extrêmement sensible à l'inclusion scolaire. Donc, vous avez vu qu'on va créer en fait au sein de pas mal d'établissements des pôles en fait de mutualisation d'enfants atteints de handicap. Ça part à mon avis d'un bon principe parce que les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, ce qu'on appelle maintenant les ACESH, ne faisaient pas en général un temps complet. Ça va leur permettre de pouvoir en fait dans un même lieu pouvoir aider plusieurs enfants atteints de handicap, même souvent complémentaires, et de pouvoir eux-mêmes du coup rationaliser un peu plus de temps. Et puis on sait qu'aujourd'hui, il y a des enfants atteints de handicap qui ont besoin d'avoir un auxiliaire de vie individualisé, et ça, bien évidemment, ça continuera à être le cas, et d'autres qui peuvent être en effet, entre guillemets, mutualisés, et qui peuvent d'ailleurs se répondre entre eux. Mais alors pourquoi, selon vous, on est parti de bonnes intentions, comme vous dites, à des dérives mensongères? Je pense que dès qu'on touche à l'éducation nationale, c'est un sujet quand même extrêmement... Enfin, ça touche nos enfants, ça touche un milieu qui, en effet, à chaque fois... craignent... Touche à l'intime, voilà, très personnel. Il y a 65 millions de spécialistes de l'éducation nationale. On est tous parents, enfants, grands-parents, etc. Et donc, sans parler des professionnels du secteur. Donc, je crois qu'en effet, même si Jean-Michel Blanquer, jusqu'à présent, avait bénéficié d'une aura...
politique sur tous les bancs et je pense dans le milieu. Là, je crois, comme vous l'avez dit, monsieur, il a juste péché par manque de concertation. Et ça s'est vu, mais j'ai dire sur tous les bancs, parce que, on se le disait tout à l'heure, nous-mêmes, nous étions, pendant les discussions en pleine nuit du texte à l'Assemblée nationale, surpris par des amendements qui arrivaient un peu comme ça, n'importe comment. C'est-à-dire chacun allait de son fantasme et de son envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous, en tout cas, au Sénat, moi, c'est ce que j'arrête pas du coup de dire à mes élus sur le terrain, aux parents d'élèves que je rencontre. Donner les bonnes informations. C'est de dire, d'abord déjà donner les bonnes informations, de ne pas trop communiquer justement actuellement tant qu'on n'aura pas passé le texte au Sénat. Ouais. Ça n'est qu'après qu'on pourra voir exactement où on en est de l'état du texte, la réalité du texte. Et je crois vraiment qu'en effet, en tout cas, Jean-Michel Blanquer a montré une vraie bonne foi tout à l'heure de dire je suis prêt à travailler avec vous pour qu'on travaille à l'amélioration de ce texte. Je crois qu'il avait vu d'ailleurs les syndicats juste avant la concertation se fait malheureusement un peu tardivement, mais on a encore le temps de le faire entre les deux passages de texte et avant les commissions mixtes paritaires et conclusives. Colette Mélot, votre regard sur ces fake news. Ces fake news deviennent malheureusement de plus en plus courantes. C'est sur ce sujet-là, mais ça pourrait être sur autre chose. Et là, c'est d'autant plus facile que tout le monde fréquente l'école et que c'est un sujet sensible. Et le ministre est parfaitement conscient, on s'en est aperçu cet après-midi, qu'il fallait clarifier les choses et il y a contribué, il a donné beaucoup d'explications. Voilà, il y a un effort de clarification qui a été entrepris. Mais il faudra quand même beaucoup de pédagogie, de travail à faire. Et peut-être encore plus à cause de ces infox qui ont été majeurs sur ce texte. Parce que cette série de fake news... Pas tant que ça. Alors justement, je vais donner un petit exemple pour nos téléspectateurs. Cette série de fake news autour du texte va assez loin parfois. Fin mars, à Hirson, une petite commune de l'Aisne, 95% des écoliers de maternelle et 85% en élémentaire se sont fait porter balle un lundi. À l'origine de ce retrait décidé par les familles, une rumeur selon laquelle les écoles maternelles seraient à terme transformées en jardin d'enfants. Françoise Popinot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mauvaise lecture de la loi, de toute évidence, mais c'est la seule fake news qui a circulé. Le reste, c'est des incertitudes. C'est-à-dire, ce qui concerne les directeurs, on ne peut pas dire que c'est une fake news. Il n'y avait rien dans la loi qui confortait dans un sens ou dans l'autre. Il y avait une crainte, et je le disais tout à l'heure, qui a été d'ailleurs complétée par des interventions des députés qui déposent l'amendement. Donc effectivement, on ne pouvait que penser qu'il y avait... moi, je veux bien croire que M. Blanquer revient là-dessus et veut repréciser les choses, mais il n'a pas quand même pris la précaution de le faire dès le début, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne suis pas sûre d'ailleurs que cela ne génère pas des suppressions de postes. J'ai encore des doutes sur cette question. Oui, mais en disant cela, est-ce que vous n'entretenez pas justement cette suspicion et cette circulation de fausses infos? Non, il n'y a pas de fausses informations quand je dis cela. J'interroge le texte de loi tel qu'il est écrit. Il dit, je le redis, il y a le principal qui est chargé finalement des missions de direction et il a à ses côtés un adjoint qui est en charge du premier degré. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est factuel et ça ne s'emballe pas beaucoup de monde pour s'occuper du premier degré. Donc je ne sais pas si effectivement les postes de directeurs seront maintenus. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette loi, elle a créé une crispation au-delà des articles qui effectivement sont toujours inquiétants. Au-delà de cela, cette loi, elle n'a pas, vous l'avez dit madame, elle avait son point de départ, c'était la scolarisation obligatoire des 3 ans. Et elle n'a pas d'ossature éducative. On ne sait pas quelle est la colonne vertébrale. On a l'impression d'une loi fourre-tout. Ça va de l'instruction obligatoire à 3 ans à la mise de drapeau au fond de la classe. Donc on voit que cette loi, elle n'a pas de tenue. Nous, on a tendance à dire que c'est une loi un peu fourre-tout. Et je crois que c'est cela qui a vraiment inquiété. Il n'y a pas de cohérence et surtout, elle ne répond pas aux urgences de l'école d'aujourd'hui. L'école d'aujourd'hui, on le sait, on a une école française qui est inégalitaire, qui transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires. Il faut absolument intervenir là-dessus. On sait qu'il faut un service médical dans l'école. On a malheureusement un déficit de dépistage de certains enfants. Et on sait que quand on entend mal ou qu'on voit mal, on n'entre pas dans l'école de la même manière et dans les apprentissages de la même manière. Alors là, c'était aussi une fake news. Excusez-moi, parce qu'il nous l'a dit, il a couru le bruit qu'il n'y aurait plus de visite médicale. Non, moi je
je ne porte en rien cela. C'était une fake news supplémentaire. C'était une fake news complémentaire. Du constat que l'on peut faire aujourd'hui. On sait qu'on a un déficit de médecins et donc de visites médicales. Enfin, ça, je crois que la PEP est très au fait de cela. Donc voilà, on sait qu'on a effectivement des difficultés dans l'école et on a une difficulté majeure qui est celle de la formation des enseignants. Donc on a ces sujets-là. Or, la loi n'y répond pas. C'est en cela, je pense, qu'elle inquiète aussi beaucoup. Oui, en fait, la loi était présentée, comme vous l'avez dit, d'abord la scolarisation à 3 ans, mais on passe à des écoles internationales qui vont ouvrir, pour accueillir les Brexiteurs, une nouvelle appellation et une nouvelle façon de former les enseignants, à l'expérimentation mieux encadrée, à comment on traite les personnels qui ont été condamnés. Enfin, donc il y a plein de choses. Donc il y a des choses qui nous intéressent et qui intéressent tout le monde, d'autres qui nous questionnent. Et au final, on arrive à une notion de flou et à se demander s'il n'y a pas des choses qui sont cachées dans des alinéas, avec tous ces amendements, comme ça a été dit, qui sont arrivés sur des sujets totalement différents, certains acceptés, certains pas acceptés. Et oui, finalement, c'est la complexité de la loi qui est remise en question, Colette Mello. Oui, enfin, il y avait quand même 2 axes fondamentaux. D'une part, l'élévation du niveau, c'est un des objectifs, et d'autre part, une volonté de justice sociale. Vous disiez, madame, qu'il n'y avait rien pour corriger les inégalités, mais si, il y a quand même cette volonté de justice sociale, justement en scolarisant les enfants dès 3 ans pour leur permettre d'acquérir dès le plus jeune âge certaines notions qu'ils ne pourraient pas acquérir chez eux. Ensuite, voilà, donc l'abaissement du niveau, l'obligation de formation entre 16 et 18 ans, qui est passée inaperçue, mais qui existe aussi. Il y a aussi l'école inclusive, Lord Darcos l'a développé, ça c'est très important. Et aussi le pré-recrutement des professeurs qui permet... Bon, alors là aussi, il y a eu une fake news. On a dit c'est des jeunes étudiants vont enseigner, mais non, c'est pas du tout ça. Ils vont être assistants d'éducation, assistants d'éducation. Oui, mais dès la M1, ils font du remplacement dans les classes. Donc, on remplace pas tant qu'on n'est pas formé et tant qu'on n'a pas le concours ou l'assurance de l'avoir. Ça, c'est pas une fake news. Mais c'est quand même pour leur permettre d'avoir des revenus qui s'ajoutent à leur bourse. Ils restent quand même boursiers et leur permettre à des jeunes issus de milieux défavorisés de faire des études et de choisir la profession d'enseignant, parce qu'on sait bien qu'il y a une désaffection pour le métier et qu'on n'arrive plus à recruter autant d'enseignants qu'il serait souhaitable. Vous voulez répondre, Françoise Popinot? Écoutez, oui, c'est vrai, c'est très tentant. Parce qu'effectivement, là, on touche un sujet très important, la formation des enseignants. La formation initiale, on sait qu'elle a ses défauts aujourd'hui, parce qu'il y a une année de formation théorique et l'année suivante, on est à mi-temps dans les classes, les étudiants sont utilisés comme moyen d'enseignement finalement. Donc nous, on préconise effectivement une formation beaucoup plus longue, beaucoup plus ambitieuse, avec des stages d'abord en observation, ensuite ce qu'on appelle en pratique accompagnée, où on a un tuteur avec soi, et puis à un moment donné en responsabilité. Là, on met des étudiants qui se destinent au métier, qui ont choisi, qui disent voilà, ça m'intéresse, on les met dès la M1 sans formation aucune dans les classes où ils vont, c'est dans la loi, où ils vont avoir des activités d'enseignement. C'est-à-dire qu'on considère qu'un étudiant qui a simplement le désir de devenir enseignant, ça suffit pour enseigner. Moi, je ne sais pas si un pilote d'avion qui a le désir, un étudiant qui a le désir d'être pilote d'avion, peut prendre l'avion, même sur un vol court entre Paris et Madrid, et qui monterait dans l'avion. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas faire vivre aux enfants de ce pays quand même cette chose-là. Ouais. Il faut vraiment former les étudiants comme il faut à un métier qui est très exigeant aujourd'hui. Alors cette réforme, il se trouve qu'elle fait surtout réagir le personnel en primaire. D'ailleurs, les chiffres de la mobilisation de jeudi dernier le montrent, c'est assez flagrant. 14,47% de grévistes dans le primaire la semaine dernière, 4,14%, j'allais dire seulement dans le secondaire, avec aussi des grosses disparités régionales. Le rectorat de Paris évoque 37% de grévistes dans les écoles maternelles et élémentaires de la capitale. Finalement, c'est une fronde assez relative, non, Laure Darcos ? Assez relative. Et puis oui, précise sur le primaire, a priori à Paris, beaucoup plus qu'ailleurs. Alors à Paris, c'est vrai que je crois que vraiment le point central notamment est sur le problème de jardin d'enfants, école maternelle. Ouais. Là-dessus, on va aussi préciser sûrement les choses dans le texte au Sénat. C'est vrai que les jardins d'enfants
On en a quand même développé beaucoup. Il ne faut pas non plus que ça disparaisse du jour au lendemain. Alors c'est vrai que le ministre disait, à un moment on me disait qu'il y avait trop de jardins d'enfants, maintenant on va me dire qu'on n'a plus assez, etc. Il y a bien évidemment ce qu'on appelle vulgairement un tuilage à faire entre l'entrée en maternelle et bien évidemment les jardins d'enfants. Et puis surtout, ce qui fait peur, alors surtout aux collectivités, je m'en mets toujours dans le rôle aussi de sénatrice, qui va avoir la charge financière en fait de ces scolarisations obligatoires des 3 ans. J'ai vu en effet des communiqués, même notamment d'enseignement privé, qui disaient que bien évidemment, ils ne feraient pas peser sur les familles plus que ce qu'ils dépensent actuellement. Les collectivités se posent la même question. Alors, le ministre nous dit qu'il y aura une compensation de l'État exactement à l'euro près de ce qui existe déjà. Puisque vous parlez chiffres, juste d'un mot. C'est quand même en effet là-dessus encore pour l'instant assez laconique, en tout cas imprécis. Juste d'un mot, quelques chiffres. L'éducation nationale reste en 2019 le premier budget de l'État, je le redis pour nos téléspectateurs, un budget en hausse d'environ 860 millions d'euros par rapport à 2018. L'éducation est aussi le premier employeur public avec presque 1,2 million de personnel. Est-ce que ça suffirait pas à être assuré, Samuel Sévy ? Alors, pour ce qui est de la scolarisation à 3 ans, nous aussi, en étant que parents, comment est-ce qu'on va accueillir tous ces enfants l'après-midi, puisqu'il y a une obligation d'assiduité décrite dans la loi. Il y a eu des amendements qui avaient été proposés par des députés qui ont été tous rejetés, qui proposaient de pouvoir avoir les enfants l'après-midi pour faire la sieste à la maison. Donc je suis convaincu qu'on ne pourra pas accueillir tous les enfants l'après-midi et on ne peut pas laisser la décision finale de oui ou non au directeur d'école. Il faut qu'il y ait des directives précises en tant que parent, parce qu'on peut avoir beaucoup de parents qui vont dans ce cas-là vont aller dans le privé parce que là ils auront la souplesse. Alors la seule chose, là, juste pour rebondir sur ce que vous dites, en métropole, on est à 98-99%. Mais pas l'après-midi. Alors pas l'après-midi, donc je pense qu'il y aura peut-être sûrement des assouplissements, mais c'est encore rien par rapport à la complexité. Nous avons un collègue, Antoine Karam, qui le disait en Guyane ou à Mayotte, où là on est à 5-10% de scolarisation à 3 ans. Donc on se dit que ça va être assez complexe. La seule chose, quand vous dites qu'on a peur, alors moi je pense plutôt à l'enfant, en effet, qui a peut-être pas besoin d'être réveillé après le déjeuner. Oui, c'est ça, donc juste, voilà, humainement pour des parents, c'est compliqué. Mais par contre, ce qui est vrai, qui joue en faveur peut-être de cette nouveau système, c'est qu'on va avoir une baisse démographique qui fait qu'on va pouvoir quand même accueillir dans les prochaines années beaucoup plus d'enfants en maternelle dès le plus jeune âge, parce que la baisse est très sensible. Alors je vous demande de réagir. À l'échelle de la France, il y a 50 000 enfants en moins dès cette rentrée scolaire. Donc là aussi, je me place en tant que sénatrice. Pour la majorité des communes, il n'y aura aucun impact financier. Parce que, bon, déjà, les 3 ans sont scolarisés en France, 85%, c'est ça ? Non, beaucoup plus, 98%. Et bon, donc, il n'y aura pas d'impact financier. Ça va la sieste. se compenser. Je vois que vous souriez. Donc c'est que dans beaucoup d'écoles, 98% d'enfants scolarisés par conviction. C'est-à-dire que les familles adhèrent à l'école maternelle et y mettent volontiers leurs enfants. Quel besoin avions-nous d'ouvrir ces écoles à la concurrence ? Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission. Demain, à ma place, vous retrouvez Tam Tra Nuit en direct à 22h pour une édition spéciale autour de la venue d'Édouard Philippe au Sénat. Vous savez évidemment de quoi je parle. Toujours les suites des restitutions de ce grand débat après l'Assemblée aujourd'hui. Le Sénat demain. Dans un instant, sur Public Sénat, vous retrouvez Sénat en action. Son titre, Des mots et débats. Sandra Cerqueira nous emmène en Gironde où la contestation a été particulièrement forte dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Comment les élus et les citoyens se sont-ils emparés du grand débat ? C'est la question posée dans ce reportage qui est à suivre juste après cette émission. Et puis comme d'habitude, demain matin, vous retrouvez Territoire d'Info. L'invité sera Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.